très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient un peu à cœur, même si j'étais vraiment pas destiné à faire de la quand j'étais plus petit. Déjà, quand j'étais petit, développeur, je savais même pas que c'était un métier qui existait. C'est arrivé bien plus tard. Mais j'ai quand même découvert des choses. Alors j'ai commencé en découvrant le basique. En même temps, c'était la découverte des jeux aussi. Parce que les jeux, en fait, on me fournissait un fichier texte qui se terminait en point basse, qui était un basique. Je l'ouvrais dans l'éditeur de code et je faisais lancer et je lançais le jeu. Il y avait un jeu d'un gorille qui lançait des bananes, un serpent qui se baladait aussi. Et comme j'avais le code source juste à côté, très vite, j'ai voulu regarder ce qu'il y avait dedans, voir si je pouvais pas avoir une vie de plus ou même plus ou plus. Voilà. Donc c'était ma première expérience avec du code, qui est passée d'abord par de la lecture de code avant l'écriture. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai continué à lire du code et devenir développeur, parce que c'est d'abord lire du code avant d'en écrire. Ensuite, j'ai fait du Turbo Pascal. Donc là, vous pouvez, pour ceux qui connaissent, vous rendre compte du fait que j'aime bien dire n'importe quoi, parce que le langage ne s'appelle pas Turbo Pascal. Turbo Pascal, c'est le nom de l'IDE de Borland. Ça s'appelait Pascal Objet. Mais bon, j'ai jamais fait d'objet en turbo. Enfin, là-dedans, on faisait du struct et ça suffisait amplement. C'était à l'époque où j'étais au lycée. C'était un club informatique qui avait quelqu'un qui, de façon bénévole, se proposait comme ça à des lycéens d'apprendre le Turbo Pascal. Puis après du Camel Light. Alors ça, c'est très rigolo, sauf qu'on n'en fait pas des applications, on n'en fait pas grand-chose à part de l'algo. Et puis le C. Et là, le C, moi, j'ai vraiment bien aimé. Un gros fichier, ma grosse tête de jeune homme de un peu moins de 25 ans qui arrivait. Voilà. Bon, j'ai pas fait grand-chose non plus, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis j'ai eu quelques mésaventures, ça s'est pas toujours bien passé, et finalement, je suis devenu développeur Java. Et je le suis encore, et ça fait maintenant bientôt 20 ans. Je m'appelle Gaëtan Eléouette. Vous pouvez me retrouver sur plein de réseaux sociaux, Gaëtan. Je fais beaucoup de Java. Et je suis un des rares Français à faire de la programmation compétitive en Java. Vous me retrouvez aussi sur les différents sites de programmation compétitive sous ce nom-là. Je travaille pour Meritis, une ESN qui a ouvert... faut pas que je bouge. Une ESN qui a ouvert récemment à Bordeaux une agence. On est une quinzaine de personnes sur Bordeaux et on vient d'être certifié Great Place to Work 2024. On s'intéresse beaucoup à l'humain et à la façon de partager, de construire quelque chose ensemble. Donc n'hésitez pas à venir m'en parler si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va parler de PO. On va essayer de retrouver un petit peu ce que c'est. Parce que mes cours d'étudiants, ils sont un peu loin. Puis ensuite, de tous les trucs qui font partie de l'écosystème, de l'environnement qui tourne autour de la PO. Alors, il y a plein d'acronymes bizarres. On va essayer d'en voir quelques-uns. Il y a plein de mythes qui les accompagnent. Et puis, notre quotidien derrière, c'est pas tout à fait toujours la même chose. Ça en est même parfois assez éloigné. Et puis ensuite, on va voir comment faire une synthèse de tout ça et comment on fait pour travailler, prendre plaisir à travailler, sans se sentir toujours un imposteur dans son quotidien. Commençons par, qu'est-ce que c'est la PO? La programmation orientée objet. Est-ce que certains ont une idée à partager sur ce que ça peut être? Un mot? Soyez pas timide, hein. C'est moi qui suis timide devant, là, pas vous. Encapsulation, héritage, polymorphisme. C'est exactement dans le même ordre que je les avais. Bravo. Parce que c'est rarement dans cet ordre-là, en plus, qu'on les dit. Félicitations. Donc, encapsulation, héritage, polymorphisme. Alors, pourquoi? Parce que l'encapsulation, ça nous donne une bonne gestion des données. Bonne, en plus, c'est un terme technique super précis. L'héritage, ça permet de réutiliser du code. Là-dessus, rien à redire, on veut réutiliser, on ne veut pas gaspiller, c'est clair.
Et le polymorphisme, ça permet de la flexibilité. Ok. Pourquoi il n'y a pas d'objet là-dedans? Ouais, qu'est-ce que c'est un objet? Qu'est-ce que c'est un objet? Là, je vous ai facilité un peu le travail parce que c'est vraiment compliqué comme question. Un objet, donc je suis allé chercher Wikipédia d'abord, c'est un concept ou une idée ou une entité du monde physique. Bon, tout le reste, ça ne l'est pas, mais ça peut. Il est un peu plus précis. Un objet, ça peut contenir des données sous la forme de champs qu'on appelle des attributs et du code, des procédures, des méthodes. Ok, donc là on a une définition à la Wikipédia. Oracle, qui a Garage-Tesson et donc Java, a une définition qui est très très proche. On a à nouveau les champs qui ont un nom qui change, et puis on a à nouveau les méthodes qui s'appellent aussi des fonctions. Quelque chose que je trouve un peu plus intéressant, qui vient du C++, un objet, c'est de la mémoire qui a des valeurs de certains types. C'est peut-être pour ça que je ne me suis pas mis au C++ aussi. Bref. On a une idée qui est un peu différente là, où cette idée d'attribut, en fait, on ne veut plus vraiment l'avoir, on a plutôt quelque chose d'un peu plus abstrait sur ce que c'est. Et puis, allons dans l'abstraction. David West, dans Object Thinking, un objet, c'est l'équivalent de quanta à partir desquels on construit l'univers. Ouais, il faut revenir sur Terre. Ce qui est vraiment intéressant et qu'on retrouve un peu plus loin dans la définition à chaque fois, c'est qu'un objet, ça va exposer des fonctionnalités et on communique avec les objets en envoyant des messages. Et ces envois de messages, c'est ce qu'on appelle des appels de méthode ou de fonction. Ok. Et c'est à partir de ces messages qu'il va y avoir du comportement dans les objets, le fameux comportement qu'on avait un petit peu. Et on appelle ça une interface, le truc qui va recevoir les messages. Pour le moment, normalement, tout le monde suit. Peut-être l'histoire des quantums un peu bizarre, mais normalement, vous devez suivre. L'encapsulation. Alors l'encapsulation, c'est un objet de débat incroyable, parce que l'encapsulation, c'est pas les accesseurs. Alors les accesseurs, c'est tout ce qui est getter et setter. C'est certes un champ, j'ai mon encapsulation parce que je suis un bon élève, et je laisse tout le monde les modifier parce que je suis aussi un mauvais élève. Donc c'est pas ça. Quand on a juste des getters et des setters ou des accesseurs, on est plutôt sur quelque chose qui va contenir de la donnée, et cette donnée complètement publique, ça ne change pas grand-chose. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que plutôt que d'avoir j'ai mon objet qui est un chien, c'est bien un truc du monde réel, et puis une balle, au lieu de faire je set la balle et puis je get la balle, je vais plutôt la donner au chien et puis je vais lui demander de la rendre. Ce qui paraît un peu plus parlant. L'héritage. Alors l'héritage, on commence à rentrer dans des choses un peu compliquées. Un exemple. Donc là, c'est un exemple de stack qui va étendre une liste ArrayList, une liste qui est représentée par un tableau. Une stack, c'est une structure de données où je vais mettre une valeur, je vais les empiler, et quand je vais demander, je vais toujours reprendre la dernière qui a été empilée. Ça correspond à une pile d'objets où j'empile et je prends toujours celle qui est sur le dessus. Et donc voilà, j'étends l'ArrayList et je rajoute trois comportements pour permettre de pousser un nouvel objet, de le récupérer, d'en pousser plein d'un coup. Il y a un petit souci. Alors là, vous voyez, on a le stack pointer qui permet de suivre où on est. Et dans ArrayList, il y a une méthode qui s'appelle clear, qui va vider complètement le tableau. Clear vide le tableau, et donc le stack pointer, il se retrouve à pointer n'importe où. Je fais du Java, et c'est comme ça qu'est écrite à peu de choses près la classe stack.
Et oui, il ne faut pas appeler clear sur une stack, même si la méthode existe et qu'elle fait des choses, parce qu'elle va tout casser. Donc oui, faites attention si vous utilisez stack en Java, mais ne l'utilisez pas parce qu'elle est vraiment toute pourrie. Une autre façon de faire, un autre exemple, alors là j'ai une pile qui est monitorable. Je veux pouvoir savoir quelle est la hauteur maximum que je vais atteindre dans ma pile. Sans doute que j'ai une très bonne raison de le faire, mais je l'ai oublié. Et donc, dans ma méthode push, là, je vais marquer là, si je suis plus haut, tout ça. Et j'étends stack pour récupérer tout le comportement du reste et pour pouvoir faire les appels à super sur le reste. Et puis, ma classe stack, en fait, elle était vraiment pas terrible. J'ai un collègue qui a vu qu'il y avait vraiment un problème de performance dessus et qui a réécrit la classe stack, en particulier un tableau qui permet d'avoir une copie directe quand on veut en pousser plein d'un coup, le push many. Et donc le push many n'appelle plus la méthode push. Ma classe qui en héritait avait de façon implicite l'idée que cette push many appelait la méthode push, et donc son comportement devient cassé. En bref, l'héritage de comportement, c'est compliqué. La plupart du temps, on le fait mal et on laisse des bugs. Ok, vous êtes encore avec moi? Le polymorphisme, enfin les polymorphismes. Donc, moi, bêtement, quand je me le rappelais de loin, je le mettais au singulier, mais en fait, il y en a plus. Il y en a un facile. Enfin, il est facile, il n'existait pas quand j'ai appris Java, ça encore. Mais le polymorphisme paramétrique, c'est tout ce qui est template, généricité. Il y a ça dans plein de langages. Pas grand-chose à dire dessus. Le polymorphisme d'héritage, c'est celui qui s'appelle une spécialisation, overriding. Comment ça marche? Un exemple tout simple. Une classe qui va représenter un statut HTTP. Donc, à la construction, je donne une URL et puis une méthode read qui permet de vérifier si, quel est le statut du code de réponse. Et je peux avoir une autre classe qui étend cette HTTP et je peux utiliser only valid à la place de HTTP status dans mon programme. C'est ça, ce polymorphisme d'héritage. Certains petits malins verront peut-être qu'il y a peut-être d'autres soucis dedans, mais ça, on en parlera plus tard. Un autre qui est un peu plus compliqué, mais qui est rigolo. J'ai pas un humour très drôle, mais c'est rigolo. Le polymorphisme de variance, et là, il y a la covariance et la contravariance. Alors, la covariance, ça permet de substituer un type par sous-type. La contravariance, c'est l'inverse, ça permet de substituer un type par son supertype. Un petit exemple, on va bien se mettre ça. Alors, la covariance. Si une banane est un fruit, alors un panier de bananes, c'est un panier de fruits. Est-ce que vous êtes d'accord? Et donc, je peux récupérer un fruit d'un panier de bananes. Parfait. Le souci, c'est qu'on ne peut pas ajouter un fruit dans un panier de bananes parce qu'il attend que des bananes et pas des fruits. Et là, la plupart du temps, c'est le compilateur directement qui peut nous dire « Hep, 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 t'as pas le droit ». La contravariance, si une banane est un fruit, on revient toujours au basique, alors mon panier de bananes peut être mon panier de fruits peut être un panier de bananes. Et donc je peux ajouter des bananes dans mon panier de fruits. Par contre, je ne peux pas récupérer de bananes parce que c'est un panier de fruits et pas un panier de bananes. Et là, encore, le compilateur peut nous le dire. J'ai un truc pour vous, un petit truc mémotechnique, PEX. Quand on produit, on peut étendre, et quand on consomme, on faire. Ça fait PECS, PEX. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça peut peut-être vous servir de le retenir. C'est des choses qu'on voit quand même dès qu'on a des collections de types et de sous-types, c'est des choses qui apparaissent, et dès qu'on joue avec des génériques, on a aussi les mêmes choses.
Enfin, dans le polymorphisme, il y a le polymorphisme ad hoc, celui qui s'appelle surcharge ou overloading. C'est on va redéfinir une méthode avec une signature différente mais le même nom. Un exemple, là j'ai un panier et j'ai une façon d'ajouter un produit dedans en passant directement le produit, où je peux passer l'ID du produit. Dans ce cas-là, je vais chercher dans le catalogue et j'ajoute le produit à partir du catalogue. Il y a quand même un truc qui n'est pas terrible là-dedans. Ce new catalog.findById qui permet d'aller chercher le produit dans le catalogue avant de l'ajouter, c'est beaucoup d'implicite. C'est le gros problème de la surcharge, c'est que sous le même nom, on a plusieurs comportements différents, plusieurs implémentations différentes, et ça veut dire qu'il y a énormément d'implicites. Ce qu'on aurait aimé plutôt que add avec un entier, c'est add depuis le catalogue, ou quelque chose de plus précis qui nous dit vraiment ce que fait cette implémentation. Les acronymes. J'ai mis les barbares parce que je me souvenais des idées quand j'ai préparé ce talk, mais pas forcément toujours précisément. J'ai trouvé ça assez barbare d'aller les rechercher. Commençons. Qui n'a jamais entendu parler de celui-là? Merde, j'aurais dû poser dans l'autre sens. Voilà. La prochaine fois, je change. Keep it simple, virgule stupide. La virgule est importante parce que sinon, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, on comprend directement que la complexité, c'est superflu si ça n'apporte rien, si c'est stupide. Ça a l'air tellement de bon sens que ça paraît suspect. C'est vrai que moi je préfère de loin celle de Einstein, qui dit que tout doit être rendu aussi simple que possible, pas plus simple. Et c'est souvent le problème qu'on a avec cette règle KISS, qui est apportée comme un argument massu par le collègue qu'on n'aime pas trop, qui veut absolument faire du code dégoûtant, entre autres. Donc, ouais, celui-là, je l'aime pas. Dry, don't repeat yourself. La formulation est quand même assez vague. J'ai fait un peu d'enseignement et répéter, c'est quand même la base de l'apprentissage. On répète. Et puis en fait, c'est encore un peu plus compliqué que ça. Je vous explique. Dry, ça veut dire que chaque élément de connaissance doit avoir une seule, non ambiguë, qui fait autorité, représentation dans le système. Je traduis. Ça parle d'éléments de connaissance qui doivent être globalement à un seul endroit dans le système, golden source. Ça n'a pas grand-chose à voir avec une ligne de code, en fait. Là, on se trompe assez souvent. Et il y a un deuxième problème, c'est que connaissance, c'est encore un terme très technique où on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Le truc à retenir, dry, ça ne parle pas de code, ça parle de connaissance. Souvent, on le met en contradiction avec wet, parce que ça fait un jeu de mots très drôle. Écrit à chaque fois. Ou d'autres, ils ont un wet qui est un peu différent. Celui-là, je l'ai retrouvé en cherchant, parce que c'était pas celui-là que je connaissais, moi je connaissais celui-là. Écrit tout 2 fois. C'était l'idée de se dire dry, kiss, une fois c'est pas grave, 2 peut-être, et puis à 3 on fait un refactoring, on sait quelque chose. Ça c'est doigt mouillé, et c'est du bon sens qui n'est pas si bon que ça en fait. Et c'est aussi un peu plus difficile que ça. Un exemple. J'ai un panier qui contient une liste de produits. Et quand j'ajoute un produit, je vais vérifier que j'en ai pas plus de 3, sinon je dis qu'on a le droit d'en mettre que 3.
j'ai un envoi qui de la même manière est une liste de produits et qui, de la même manière, une méthode et qui va vérifier et de la même chose, pas plus que 3. Ça ressemble quand même à de la duplication. Ouais, mais en fait, non. C'est deux règles métiers qui peuvent être très différentes. Un panier ne peut contenir que 3 produits, c'est pas du tout la même règle métier qu'une livraison ne peut contenir que 3 produits. Il faut se méfier de ce qu'on veut partager. Une chose que 2 éléments de code à 2 endroits différents de notre système se ressemblent énormément, ça peut être simplement une coïncidence. Ok. TDA, Tell, Don't Ask. Celui-là, je trouve qu'il n'est pas clair dès le départ, mais il veut dire demande à un objet de faire quelque chose, ne lui prend pas les informations pour faire à sa place. Ok. C'est très très orienté objet. Celui-là est bien pour faire de l'orienté objet. Un petit exemple tout simple, ça c'est pas bien. Pour calculer la balance d'un compte, je demande au compte toutes ses opérations, je fais la somme et je dis au compte, tiens, c'est ça ta balance. Il faut plutôt faire ça. Je demande au compte de se calculer sa balance. Voilà, c'est pas si compliqué, c'est pas plus loin que ça. C'est un avantage énorme, c'est que là, d'un seul coup, l'appelant, il a pu à savoir comment la balance du compte, elle est calculée, et on sépare comme ça les abstractions entre le compte et comment sont gérées les opérations. C'est le suivant, single layer of abstraction. On sépare les différentes abstractions de notre code. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Un autre qui est très joli, le principe of least astonishment. Il faut respecter les conventions, les règles de nommage, mettre à jour. Globalement, il faut faire en sorte que notre code il se comporte comme on s'y attend, comme notre équipe s'y attend, comme les gens qui font le même langage que nous s'y attendent, comme les gens qui utilisent les mêmes librairies s'y attendent, ne pas faire l'original. Un exemple presque réel, si vous avez vu ce code-là, ça veut dire que vous êtes passé à un endroit comme moi. C'était une méthode qui permet de dire tiens, c'est ça l'autorisation code, là, le truc qui est envoyé par SMS dans le cadre du A2FA. Donc une méthode qui s'appelle setAuthenticationCode et qui, en plus de mettre à jour le code, mettait à jour le statut de l'objet, appelait un service qui envoyait un SMS et persistait l'objet. Donc j'ai été un peu surpris quand je suis tombé dessus. Voilà à quoi ça peut ressembler, une surprise dans le code. Yagni, celui-là est bien, parce qu'il vient de l'extreme programming et ça j'aime bien. C'est un peu dogmatique, désolé. Tu n'en auras peut-être pas besoin, tu n'en as pas besoin, tu n'en as pas besoin aujourd'hui, mais ça ne doit pas être une raison pour justifier de négliger la santé du code. Au contraire, c'est plutôt tendance à se dire qu'on va garder un code qui est plus facile à changer, à modifier. Ok, on va aller plus loin. Là, on va quitter les barbares et on arrive dans les mythes. Les grandes légendes mythiques. Qui connaît ce truc-là? Je l'ai posé dans le bon sens, là, il faut lever la main. Ok, Grasp, il n'est effectivement pas très connu. Il parle de responsabilité dans les applications logicielles. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant pour parler d'objets, où est-ce qu'on met la responsabilité des comportements dans les objets? Alors, Grasp, c'est 5 lettres, mais c'est 9 patterns. Je ne sais pas comment ils ont construit leur truc. On va les parcourir assez vite. Information expert. Comment choisir à qui donner la responsabilité du comportement? Eh bien, on la donne à celui qui a les informations pour faire le comportement. Ça veut dire qu'on met le comportement avec les données. Creator. Qui doit créer une instance? Alors là, on a le choix. Soit la classe qui va contenir, qui est au-dessus, ou qui va se composer avec, soit celle qui va enregistrer, donc tout ce qui va être liaison avec l'extérieur, ou qui utilise, ou celle qui a les données pour initialiser. Ok. Contrôleur, là c'est rigolo, on arrive dans les choses, moi je suis dev backend, donc ça commence à me parler pas mal. Qui doit recevoir les événements externes? Un objet dédié. Qui ne doit faire que ça?
il reçoit des événements externes, il coordonne, il orchestre et c'est tout. Le coupling, donc là on parle de couplage. Le couplage, c'est une mesure de comment un élément est relié à un autre. Et ce qu'on essaie de faire en sorte, c'est que nos éléments ils soient le moins reliés possible, parce que s'ils sont très reliés, dès qu'on en bouge un, on fait bouger l'autre. Et on aime bien d'avoir des choses un peu autonomes. Donc comment on réduit l'impact des changements? On assigne des responsabilités pour réduire le couplage. Ça ne nous dit pas comment, mais ça nous dit on va essayer de faire ça. Pareil sur la cohésion forte. Alors cohésion forte, c'est l'idée de se dire que tout ce qui va concerner la même chose va être au même endroit. Donc si on fait trop de découpage, ça va être éclaté. Si on laisse ensemble, ça va être ensemble. Et donc là, de la même manière, pour rester maintenable et compréhensible, on dit qu'il faut mettre les choses ensemble. Indirection, c'est comment on fait pour limiter le couplage. On met un objet intermédiaire. Rien de plus. Si ce n'est qu'il y a un petit lien vers le médiateur, un design pattern. Je ne sais pas si ça vous parle, le design pattern. C'en est un. Polymorphisme. Encore. Comment on gère des alternatives suivant les types? On fait du polymorphisme. Merci. Pure fabrication. Comment on assigne des responsabilités sans augmenter le blablabla? On met une classe au milieu. Et là, chose intéressante, c'est une classe artificielle qui n'a aucun sens dans le monde. On est sur un objet qui n'a plus aucun sens dans le monde. On n'est plus dans la définition de Wikipédia du début. Et protéger les variations. On met une interface autour des trucs qui bougent. Je ne suis pas tellement surpris en fait que personne ne le connaisse parce que il n'avait pas grand-chose pour être retenu. Et puis surtout, la personne qui a écrit un article dessus, au départ, elle ne fait pas de polémique et donc pas grand-chose. Celui-là, par contre, il a été reçu par quelqu'un qui est beaucoup plus polémique. Et là, normalement, beaucoup plus de monde le connaissent. Certains l'appellent même un peu différemment. Ils remettent les lettres, voilà. Ça, c'était Dan North. Je vous en reparle un tout petit peu plus tard. Qui connaît tous les principes solides par cœur et très bien? À part les deux devant, tout le monde. Ok. C'est pas vrai. Single Responsibility Pattern, une seule raison de changer. J'ai ma classe employée qui a de la paye, qui a du monitoring, qui a des trucs. Ça veut dire qu'il y a de la finance, des RH, du manager. C'est ça qui est important. La raison, en fait, c'est pas une raison, c'est une personne. Aïe. Je fais du logiciel et quand les personnes rentrent dans mon logiciel, c'est toujours compliqué. Donc méfiez-vous, la raison, c'est une seule personne doit avoir un motif pour changer ça. Open close, ouverture, fermeture. J'ai une super classe qui fait un cas total sur des produits. Oh, je vais rajouter une discount. Remise, réduction, réduction. Une façon pas bien de faire, c'est je mets un booléen et tout le bazar. Une façon plus élégante, c'est je vais étendre et comme ça j'ai une nouvelle classe qui permet d'avoir la réduction. Enfin, on a vu plein d'autres trucs qui ne marchaient pas bien avec l'héritage de comportement, donc il faut se méfier. Puis il y a un autre souci, c'est-à-dire que certains comportements d'origine ne sont plus du tout utilisés, mais font partie de la grappe d'objets et vont rester ad vitam aeternam dans notre base de code. Donc parfois, ça pourrait être plus simple de réécrire plutôt que d'étendre en permanence. Liskov. Liskov, il est... déjà, c'est une femme, ça c'est super bien. C'est-à-dire que la plupart des gens là, qui ont levé la main, c'est une femme informaticienne. Le problème, c'est qu'elle n'est pas informaticienne, elle était plutôt mathématicienne, et donc elle a fait des maths. Je ne vous la fais pas, mais c'est des Q de X, propriétés, etc. À quoi ça ressemble? J'ai une classe rectangle, j'ai une classe carré. Le carré, il doit mettre à jour la largeur et la longueur parce que c'est la même des deux. Voilà. Ah ouais, mais quand j'utilise un endroit où je voulais faire la largeur et la longueur comme mon écran, quand je lui passe un carré, ça fait n'importe quoi, ça déborde, j'ai des overflows, c'est moche. Ben voilà. Quand je remplace une instance de la classe mère par une classe fille, je ne dois pas tout péter autour. Donc là, dans notre cas, carré et rectangle, en fait, ils n'ont rien à voir, il ne faut surtout pas qu'ils s'étendent l'un de l'autre. Ça ressemble beaucoup, en fait,
à ce machin-là. Moindre surprise. Ne surprenez pas vos gens quand vous faites des choses bizarres. Ségrégation d'interface. Celui-là, je suis allé lire un peu. Il a été sorti du chapeau suite à une classe de plusieurs milliers de lignes qui faisait plein de choses. Il s'est dit plus jamais ça, je vais en faire un principe et plus personne ne va le faire. Je suis presque sûr que ça marche, j'en ai jamais vu. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une interface contact, email, adresse, blablabla. J'ai un utilisateur qui s'est enregistré, qui a fourni toutes ces informations-là. J'ai un prospect. Lui, le prospect, il m'a affiché que son email. Et donc, pour l'adresse et pour le téléphone, je suis obligé de retourner nul. Ce qu'on préférerait avoir, c'est une interface par chaque moyen de contact. Et dans ce cas-là, j'ai l'utilisateur qui va implémenter les 3 interfaces. Le prospect n'en implémente qu'une seule. Globalement, on veut des petites classes avec des rôles bien définis. Ça pourrait suffire. L'injection de dépendance, c'est bien. Le new dans le constructeur, faut pas R. Donne-moi une instance, et comme ça, je peux injecter mon instance de capsule, et je peux avoir des capsules en papier, en alu, en tout ce voilà, tout ce qu'on veut. Le seul truc à retenir, c'est que c'est pas compliqué à faire à la main, il n'y a pas besoin de framework et de tout ça, en particulier quand il n'y a qu'une seule implème en prod. Injecter son implème dans un test à la main, ça se fait très bien. Donc Dan Norsk a fait une partie des critiques que je vous ai exposées sur Solid. Il a proposé quelque chose qui s'appelle Cupid, un peu en réaction et un peu de façon provoque. Cupid pour composable, les éléments de logiciel soient composables. Le U, philosophie Unix. Il a vraiment ramé pour trouver un acronyme. Ça veut dire que tu fais qu'une seule chose et tu la fais bien. Le P, c'est prévisible. Donc là, on revient sur les choses de je ne fais pas de surprise à mes copains. Le I, je l'aime beaucoup, c'est idiomatique. Alors idiomatique, ça n'a rien à voir avec idiot, on n'est pas revenu sur KISS. Idiomatique, ça veut dire que je suis dans la culture dans laquelle je me situe. Donc si je suis en Java, je vais être dans la culture Java, puis dans la culture des librairies que j'utilise, puis dans la culture de mon équipe, la culture de mon entreprise, et donc je vais être dans cette culture de mon équipe. Donc il y a une grande partie communication et avec l'environnement et avec son équipe, et ça je trouve très très intéressant. Et enfin, le D, c'est basé sur le domaine. On va aller chercher des choses qui ont du sens métier, qui ont du sens dans le domaine. Enfin, un autre que j'aime beaucoup, la calisthénie. C'est 9 règles qui sont censées aider à s'améliorer sur de l'écriture de code orienté objet. Je les passe... Ouais, vite fait. Un seul niveau d'indentation par méthode, donc ça veut dire qu'on ne fait pas des for, ni des if. Voilà. Pas d'else, donc les if c'est des conditions de garde et on sort, ou alors sinon c'est qu'il n'y a pas besoin. Tous les types primitifs et les strings, ils sont wrappés, enveloppés, on les met dans une classe, elles ont du sens. Pareil pour toutes les collections. Un seul point par ligne, on ne fait pas get. On n'abrège pas. Okay. Celui-là est facile de ne pas abréger. On garde des classes toutes petites. Et quand on dit toutes petites, c'est vraiment toutes petites, pas plus de 2 variables par classe. Donc ça nous fait des compositions de classes dans tous les sens, mais voilà. Et puis, pas de getter, pas de setter, pas d'accès direct aux attributs. Dans notre quotidien, qui voit des trucs comme ça dans son quotidien? On n'est pas grand monde. Hein. Moi, dans mon quotidien, je vois plutôt des trucs comme ça. Pour une bonne raison. J'ai mon utilisateur à qui je peux donner un nom, et j'ai aussi des produits à qui je peux donner un nom, puis je veux vérifier qu'il n'y a pas un troll qui a enregistré des trucs bizarres, donc voilà, je mets ça. Et puis là, on voit, j'ai du code dupliqué. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux le laisser dupliquer. Après tout, pourquoi pas écrit tout 2 fois. 2 fois, ça marche. Je peux aussi faire de l'héritage. Hein, je vais avoir un utilisateur qui va étendre produit. Non, peut-être pas. Je vais peut-être avoir une classe au-dessus. Enfin, ça devient compliqué. Je peux faire une classe utilitaire. Ou alors, je crée une vraie classe. Et ça, souvent, on le voit pas souvent, la vraie classe. Voilà.
L'avantage de la vraie classe, c'est qu'on a quelque chose d'un peu plus nommé, mais on le voit très rarement. Et d'ailleurs, on remet un new là, qui traîne un peu n'importe où, donc c'est pas si bien que ça. De la même manière, les design patterns, moi, j'en vois pas très très souvent dans mon quotidien non plus. La plupart de mes collègues, et même moi de temps en temps aussi, hein, je suis concerné, on les trouve un peu compliqués. Et donc, on a soit le collègue qui vient de relire le bouquin ou qui est tombé sur un article de blog ou sur une conf qu'on parlait, qui a kiffé, qui en met plein partout, et on lui dit arrête. Ou alors celui qui n'est pas allé en conf depuis bien longtemps, qui n'en met plus du tout. Et puis surtout, la plupart du temps, quand on pense à utiliser le design pattern, on va penser plus à notre technique, à ce qu'on fait dans notre code, qu'au métier et aux besoins auxquels on est en train de répondre. Donc j'en vois pas assez souvent. Bon, si des singletons, j'en vois trop. Ça, il n'y a pas... Mais voilà. Non, ce que je vois, moi, souvent, c'est ça. Voire même... Ça, c'est 80-90% du code que je vois au quotidien. Et je pense que la plupart des gens qui font de l'informatique de gestion voient au quotidien. Et si on en voit autant, ça peut pas être si mal. Hein, ça doit avoir des bons côtés. Effectivement, ça a aussi des bons côtés. Parce que l'encapsulation à l'excès, c'est casse-pied. L'héritage, ça met tellement de bugs que c'est un fardeau. Et le polymorphisme, personne n'y comprend rien. Enfin, moi, je vous ai expliqué, donc maintenant vous connaissez, mais voilà. Non. On est sur des choses un peu différentes et on peut séparer nos façons de réfléchir en voyant de temps en temps, je pensais plutôt à mes données, de temps en temps plutôt à mon comportement. Par exemple, un microservice qui fait du CRUD. Create, read, update, delete. Eh ben, j'ai une classe contrôleur, le fameux contrôleur du Grasp là, qui fait que ça, une classe service qui fait 2-3 trucs, souvent pas grand-chose, et puis mon repository qui va faire l'accès à la persistance. Là, j'ai des objets qui transitent. Dans le contrôleur, je les appelle souvent des DTO, Data Transfer Object. Dans mon service, parfois j'ai un petit mapping et j'ai un modèle qui traîne. D'ailleurs, c'est bien d'avoir un mapping. Pour des questions de sécurité, c'est très important. Et puis, côté base de données, j'ai un DAO, Data Access Object. Et ces 3 objets qui font vraiment pas grand-chose. Ils n'ont pas beaucoup de raisons de changer. Leur seule raison de changer, c'est si les données elles-mêmes changent, si la structure des données change. Et donc, il n'y a aucun intérêt de faire de l'encapsulation dessus. Je n'ai pas de contraintes d'état. Voilà, c'est des data objects. C'est très différent des business objects qui, eux, ont des comportements et des contraintes sur leur état. Il y a des états qui sont interdits. Et comme il y a des états qui sont interdits, je veux les protéger avec de l'encapsulation. Le fait d'être sur des data objects, on pense d'abord à la structure des données qu'on va manipuler. C'est peut-être pas très clair. Pensez à un livre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais un livre, ça ne sait pas s'imprimer tout seul. Alors le print to JSON ou le print to XML qu'on veut sur notre objet livre, on le met où? C'est très difficile. Moi j'ai mis difficile, mais ça c'est parce que je l'ai écrit. Ce qui est beaucoup plus facile, c'est de se dire j'ai des données, c'est mon livre, et puis j'ai une fonction imprimée. Ça c'est facile, et ça tout le monde sait faire. À la fois l'expert de 25 ans d'expérience dans l'équipe, comme le junior qui sort d'école, ou qui est encore en train d'apprendre en stage. Alors ok, ça nous fait des objets complètement anémiques, qui n'ont pas grand-chose dedans. Sans comportement, tous les traitements sont à l'extérieur. On aimait bien avant avoir des gros objets. Ça permettait de ne pas répéter le code, de réutiliser. Mais des gros objets, c'est compliqué. Et si on mélange du métier, de l'impression, etc. dans notre livre, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est des domaines différents. Et parler de domaines différents, on va sur des choses, Domain Driven Design, DDD, etc. C'est top, c'est bien. La grande partie de nos équipes et nous-mêmes, on n'a pas encore fait le pas de faire l'effort d'aller comprendre comment ça marchait et de réussir à modéliser correctement. Et mal modéliser, c'est parfois pire que pas modéliser du tout. Quelque chose qui est beaucoup plus simple, c'est d'avoir des fonctions qui manipulent des valeurs,
Là, on peut aller chercher des choses qui sont beaucoup plus agréables, des value objects. Alors, value object, ça veut dire que ma valeur va être immutable. J'ai plus d'encapsulation, c'est juste une valeur. On réfléchit beaucoup à définir nos structures de données d'abord, et c'est comme ça que ce sera plus facile. Alors, pourquoi réfléchir à nos structures de données d'abord? Je vous montre. J'ai un truc avec la géométrie, je suis désolé. J'ai des belles classes, rectangles et cercles, qui implémentent une interface figure. Et j'ai une méthode pour calculer le périmètre d'une figure. Donc là, je suis avec mes bons objets qui ont du comportement, le périmètre est dans chacune des classes. Si je veux rajouter un triangle, je rajoute mon triangle, tout se passe très bien. Si je veux rajouter une nouvelle fonctionnalité, par contre, là, j'ai besoin de modifier toutes les classes. Ça, c'est désagréable. D'un autre côté, le truc qu'on m'avait dit qu'il ne fallait pas faire. Donc là, le instance of, ça me permet de changer le comportement sur un switch, l'équivalent, au niveau d'une seule méthode. Mes objets, ils n'ont plus de comportement, et c'est la méthode qui a le besoin, la fonctionnalité, qui va faire, si c'est un rectangle, c'est comme ça, si c'est un cercle, c'est comme ça. Si j'ai une nouvelle fonction à rajouter, j'ajoute ma nouvelle fonction, à l'endroit de sa fonctionnalité, je touche absolument à aucun autre code, je ne modifie strictement rien. Ok, si j'ai un nouvel élément, là c'est l'enfer, j'ai tout à mettre à jour. Alors, en Java, ça vient d'arriver, les interfaces CD et le pattern matching qui permettent d'aider et d'avoir ces erreurs qui arrivent à la compilation qui vont nous permettre de mettre à jour les choses. Alors si ça arrive en Java, ça veut dire que c'est déjà là dans la plupart des autres langages ou des librairies, et que c'est quelque chose qui a été bien éprouvé et que vous avez déjà à votre disposition. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est dans deux cas de figure différents. Est-ce qu'on est dans un cas de figure où on modifie notre structure, ou est-ce qu'on est dans un cas de figure où on modifie nos fonctionnalités? Et là, dans quel côté vous êtes? Est-ce que vous êtes plus souvent à ajouter des fonctionnalités à chacun de vos sprints, ou à remettre en question votre structure de données à chacun de vos sprints? Moi, je suis plutôt à rajouter des fonctionnalités, donc au quotidien, c'est plutôt des fonctionnalités que je rajoute. Ouais, donc on fait distinction entre nos données et les objets. Quand on mélange les deux, ça ne se passe pas bien. Donc on choisit à quel endroit on fait quoi. Les données structurées, ça veut dire que les fonctions sont à l'extérieur. Les objets, ça veut dire que les données sont cachées. Je ne les expose pas du tout. Et puis, j'ai beau être sur scène aujourd'hui, ce n'est pas des dogmes ce que je vous ai raconté. Je ne suis pas un gardien de la vérité. Et puis on a le droit de changer aussi. J'aimerais bien citer Ernest Hemingway pour conclure. Nous sommes tous des apprentis dans un métier où personne ne devient jamais maître. Et je suis un peu vieux, mais je continue à apprendre. J'ai plein de ressources que je partagerai en même temps que mes slides sur tout ça. La dernière, la plus importante, c'est la machine à café. C'est là que je prends la plupart des mauvaises idées que je vous ai exposées aujourd'hui. Merci beaucoup, et n'oubliez pas le petit QR code pour faire un feedback, c'est toujours très apprécié. Questions? S'il y a des questions, il paraît qu'il y a un peu de temps disponible. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup.